Bon, nous allons commencer. Merci à vous d'être venus. Merci à ceux qui sont venus d'une certaine distance, puisque j'ai eu le plaisir d'apprendre qu'un monsieur était venu de Suisse. Bon, voilà. Donc le sujet de la conférence d'aujourd'hui, politique et religion, je pense que ça vous a attiré. Et il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Le 7 octobre 2017, j'avais déjà donné ici même une conférence sous le titre de « Politique d'abord ». Beaucoup d'entre vous étaient là. Et si vous vous en souvenez bien, j'entendais réagir envers certains qui ne voient que le problème religieux. Sans comprendre que la crise de l'Église a d'abord et principalement une cause politique. Je ne faisais que reprendre l'injonction d'ailleurs de Charles Maurras, qu'il avait fait pour les mêmes raisons, qui m'amènent aujourd'hui à revenir sur ce sujet. Et c'était aussi, comme je l'avais dit à l'époque, à cause d'une lettre que j'avais reçue en réponse à mes réactions de l'un de mes anciens amis prêtres à la fraternité Saint-Pédis, l'abbé Cottard. Sa réponse, dans sa lettre, il évitait de répondre soigneusement à ce que je dénonçais, mes mises en garde envers l'étrange mélange de genres, des livres vendus à Chiré-en-Montreuil, les différents intervenants dans les conférences, j'étais à l'opposé les uns des autres. Très souvent, trop souvent. Alors c'était plein de bons sentiments. Mais ça ne tenait aucun compte, justement, de ce mélange de genres hostile entre eux. Comment voulez-vous qu'il y ait, pour le public, une ligne de compréhension pour qu'il se forme, quand l'un dit une chose et l'autre dit le contraire? Pas possible. Il faut être cohérent. Quand vous avez d'un côté le marin de Bernard Anthony, plus un Alain de Benoît, plus un Philippe Randa, qui publie des livres quelque peu satanistes, qu'est-ce que ça vient faire dans une structure comme Chiré-en-Montreuil, traditionnaliste et chouane? Voulez-vous me dire qu'est-ce que ça vient faire? Eh bien voilà, à ces interrogations que j'avais faites, et c'était pas la première fois que je le faisais à cet abbé, il me répondait par de bonnes paroles bien gentillettes. Je voudrais relever, d'ailleurs, toujours dans la même ligne de ce que je dénonçais, que tout dernièrement, je crois que c'était au mois de mai, avait été organisé à Poitiers avec l'actuel directeur de la diffusion de la pensée française, François-Xavier de Hautefeuille, beau-fils de Jean Houguy, une réunion avec Philippe Randa, dont je viens de parler, et Roland Elie, de Synthèse Nationale, deux membres de ce qu'on appelle la Nouvelle Droite. Pas particulièrement gentils avec les chrétiens. Voulez-vous me dire qu'est-ce qu'ils font ensemble? Encore une fois. Ainsi, loin de répondre à mon interpellation visant à lui demander d'intervenir pour faire évacuer ces tendances contraires à l'esprit chouan et traditionnaliste, affichées par les directions de la diffusion de la pensée française Jean-Guy et François-Xavier de Hautefeuille, cet abbé m'avait répondu « Merci pour la permanence de votre combat. Monseigneur Lefebvre nous disait parfois que le règne de notre Seigneur dans l'Église et dans notre pays ne pourrait se réaliser que par le retour à Rome à l'expression claire de la foi.
Pour cela, il faut un pape selon le cœur de Dieu, car le salut ne peut venir que de Rome. Déjà, dans son homélie du 4 septembre 2016, aux Journées Chouane, il avait proféré: « Voilà 50 ans que le combat dure, que nous voyons notre pays continuer de s'effondrer. Pourquoi ? Parce que justement l'épître d'aujourd'hui va bien vous le montrer. Ce que le bon Dieu nous demande, c'est l'humilité pour qu'il puisse travailler en nous. » Plein de bons sentiments. Mais dans le combat révolutionnaire que nous devons affronter aujourd'hui depuis la Révolution dite française, est-ce que vous croyez que ça suffit ? C'était botté en touche, sans répondre à mes objections. Donc, ce qui m'avait surtout fait réagir, c'était son incompréhension que la crise de l'Église n'était pas d'abord une crise religieuse, mais qu'elle était d'abord une crise politique. Parce que, comme je ne cesse de le répéter, l'Église, depuis la Révolution dite française notamment, et la disparition des pouvoirs au XXe siècle qui étaient encore compatibles avec elle, c'est-à-dire l'Espagne franquiste, le Portugal de Salazar et l'Italie de Benito Mussolini, l'Église est seule face à ses ennemis. C'est donc d'abord un problème politique. Quand on voit le pape Bergoglio dérailler comme il le fait sous l'emprise du politique. Et alors face à ça, qu'est-ce que nous avons dans nos milieux ? Des espèces de grandes messes babéliques, là encore, où des tendances les plus contraires, contradictoires, se trouvent mêlées. Et il semble donc que leur unique obsession est de faire nombre, même en réunissant des tendances diamétralement opposées, et aussi de faire de l'argent. Donc on prend tout le monde, ça fait des rentrées, et on vend les livres de chacun, sans se préoccuper si c'est cohérent ou pas avec l'étiquette que l'on affiche. Il y a un petit peu de tromperie sur la marchandise, là, non ? Et alors c'est ça qu'on allait retrouver, on l'a perçu parfaitement avec Diane, avec Eric, avec Jean aussi, lors de la fête du pays réel, où normalement j'aurais dû être, et où notre brave Alain Escada a eu peur que je sois là, de peur de ce que j'aurais pu dire pour attirer l'attention sur les contradictions internes de son organisation. Donc voilà, le milieu, il n'est pas le seul. Regardez égalité et réconciliation. Il y a tout et le contraire de tout. Il y a des choses très bonnes dans égalité et réconciliation, on en a parlé ce matin lors de l'entretien. Mais quand vous voyez qu'il y a une frange qui affiche le satanisme d'un Christian Boucher, adepte d'Aleister Crowley, il y a tout de même matière à questionnement, comme on dit. C'est curieux, ils n'ont pas répondu à mon argumentation. Silence sur la ligne. Mais ce que j'ai appris, c'est que je suis sur leur liste noire. Et alors, je crois que ça me fait quelque chose ? C'est curieux, ils ne comprennent pas qu'ils se coulent eux-mêmes et ils me donnent raison dans ma critique, par leur attitude. Et puis toujours dans le même genre de rassemblement babélique, alors je crois que c'est aujourd'hui d'ailleurs, le rassemblement pour les 90 ans, je crois, de Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui, non, sur la péniche. Il ne sera pas. Il n'y sera pas. Il n'y sera pas. Donc, notre brave Jérôme Bourbon a vendu des billets à des gens qui voulaient voir Jean-Marie Le Pen, qui ne sera pas là. Alors, on rembourse ou on ne rembourse pas ? Non, mais écoutez, et si on essayait tout de même d'être un petit peu sérieux ?
Donc, conclusion de tout ça, c'est la tour de Babel. Alors, il y a un autre facteur qui est venu me pousser à traiter de ce sujet de politique et religion. C'est qu'à la suite de ma conférence politique d'abord, de l'année dernière, j'avais eu un certain nombre de critiques, pas nombreux, mais ça vaut la peine tout de même d'en parler parce que ça révèle l'incompréhension de certains, qui me disaient « Mais comment et pourquoi vous ne parlez pas du Christ roi ?» Je pourrais parler du Christ roi, oui. Est-ce que vous croyez que dans la France déchristianisée d'aujourd'hui, aller parler de tout à trac aux gens du Christ roi, ils vont comprendre, ils vont vous rire au nez. Qu'est-ce que les gens d'aujourd'hui demandent ? Qui ont perdu leur emploi, qui voient leur famille éclater, leurs enfants tourner mal. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent d'abord à comprendre pourquoi ça arrive. Donc, première chose, c'est de leur expliquer. Et quand je vois le nombre de personnes qui me disent que c'est par le biais du politique qu'ils sont revenus à la foi, ça me confirme dans ma stratégie que c'est par le politique que l'on pourra renverser les choses et appuyer réellement le combat de l'Église. Donc, résultat de ce genre d'attitude, on se trouve devant un public catholique confié en dévotion, mais qui ne comprend rien au combat politique révolutionnaire qui nous est imposé. Et constatation à faire, on est loin avec les catholiques d'aujourd'hui du catholicisme combattant de nos rois de France. Et jusqu'à Pie IX et Pie X. Et là, ça s'est arrêté. Lorsque le président Salazar affirmait « La politique est une philosophie en action », il définissait parfaitement les rapports étroits entre le politique, les principes philosophiques et en même temps la religion. Parce que la religion, c'est quoi ? C'est un ensemble de principes philosophiques qui découlent du message du Christ. Et inversement, on a la démonstration de l'importance du politique par cette vieille formule des révolutionnaires de la Révolution dite française, quand ils disaient qu'ils se battaient contre le sabre et le goupillon. Et qu'est-ce qui s'est passé à la Révolution dite française ? Ils ont commencé par s'attaquer au sabre, parce que c'était le sabre qui protégeait le goupillon. Ça me semble assez clair, non ? Donc, c'est bien ce lien entre le politique et le religieux qui existait sous l'Ancien Régime, sous la monarchie de droit divin, que la Révolution dite française, ceux qui étaient derrière, ont voulu détruire. C'est là la raison profonde de cette révolution. Pour s'attaquer à l'Église, il leur fallait d'abord supprimer le pouvoir politique compatible qui défendait l'Église. Alors quand vous voyez aujourd'hui des Asselineau, des Le Pen, des ceci, des cela, faire référence aux grands principes, aux grands ancêtres de la Révolution, vous vous dites, mais comment peuvent-ils prétendent combattre ce qu'ils prétendent combattre au nom des principes qui ont amené à cette situation ? Petit problème là, non ? De logique et de cohérence, non ? Et il est intéressant de voir comment cette évolution s'est faite. Il y a déjà eu la rupture avec la Révolution dite française. Bon, mais la société vivait encore sur la lancée de tout ce qui avait été enseigné sur le plan religieux et politique. Et le début de, je dis plutôt
la poursuite de cette destruction de la société, des points d'appui de la société au nom des principes divins, a commencé par mettre la vérité et l'erreur sur le même plan au nom de la tolérance. Vous savez que un des mots maîtres de la maçonnerie, c'est la tolérance. Donc ils invoquent la tolérance pour qu'on leur fiche la paix, qu'on ne dénonce pas leur action, et au nom de la tolérance, ils poursuivent leur travail de démolition. Et puis on est passé à une autre étape, où désormais c'est l'erreur qui devient la vérité, et la vérité qui devient l'erreur, ou tout au moins désuète. On en est là, c'est l'inversion. Et notamment, dans mon livre « La maçonnerie », j'ai montré par leur propre texte cette inversion du rôle entre Dieu et Satan. Satan devient le bon Dieu, et Dieu devient le mauvais Dieu. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant, c'est eux-mêmes qui le disent. Ce que j'affirme, je le fais sur leur propre texte. Eh bien, dans la société que nous vivons, c'est exactement ça. La vérité, maintenant, devient l'erreur, et l'erreur devient la vérité. L'anormal devient le normal, et le normal devient anormal. Pas besoin de vous faire un petit dessin. Et c'est ainsi que le laïcisme maçonnique est devenu la nouvelle religion en France, qui inspire la politique, comme s'en félicitait Vincent Payon, que j'ai cité encore dernièrement, juif et franc-maçon, du Grand Orient, dans son livre « La Révolution française n'est pas terminée ». Donc pour eux, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à l'inversion totale. Et on retrouve donc là ce même rapport politique, philosophique, religion, mais inversé. Ils ont leur logique à eux, qui est la contraire de la nôtre. Et rappelez-vous, ce fameux texte de la revue Acacia, je crois que c'était de mars 1906, que je cite très souvent à cause de sa signification, que je vais vous citer à nouveau. Voilà ce qu'il disait. Quand La Croix, le journal La Croix, qui avait encore La Croix, aura le monopole incontesté de la direction des catholiques, ne nous emparerions-nous pas de tout cela avec le concours des juifs, des protestants et du gouvernement en achetant les actions? On balancerait toute la rédaction cléricale pour en substituer une de libres penseurs malins qui conserverait d'abord le ton de la maison, puis le changerait peu à peu. Faire évoluer un journal sans que ses lecteurs s'en doutent, comme un fabricant de chocolat change son cacao, c'est l'enfance de l'art. Voulez-vous me dire si tout ce que nous vivons depuis des décennies jusqu'à aujourd'hui ne répond pas à cette démarche? Ils l'ont fait. Il n'y a qu'à voir dans quel état est la Croix aujourd'hui. Et c'est pour ça que devant ce phénomène que j'analyse depuis des années, je dénonce cette démarche avec ma formule: infiltration, neutralisation, déviation. Tant qu'on n'a pas compris la façon d'œuvrer de nos ennemis, qui infiltrent les structures qui au début réagissaient contre leur action, et on en a quelques exemples malheureux aujourd'hui, c'est toujours la même technique, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan religieux. Pas besoin de vous faire un dessin. Et on allait retrouver, dans le sens délétère, la symbiose entre politique, philosophie et religion, dans l'allocution du 24 juin 2003 de Nicolas Sarkozy. Elle était alors ministre de l'Intérieur, et c'était à l'occasion du 275e anniversaire de la fondation de la maçonnerie en France. Et elle est parfaitement révélatrice de la transmutation de la religion d'État
du catholicisme à la laïcité maçonnique, désormais inspiratrice de l'État républicain. Voilà ce qu'ils disent. À l'image du préambule de la future Constitution européenne, affirmait Nicolas Sarkozy à propos de la maçonnerie. Je veux rendre un hommage appuyé au rôle qu'elle a joué et qu'elle joue encore dans la diffusion et le rayonnement des valeurs humanisme de premier plan. L'égalité des individus, la tolérance. Donc voilà un Nicolas Sarkozy qui avoue que la Constitution européenne était une construction maçonnique. Petite parenthèse, parmi vous, avez-vous vu dans notre presse de nos milieux un quelconque journaliste attirer l'attention sur cela? Mais non, ils ont fait voter Sarkozy. Un exemple, Ribeyrolles. C'est pas hurler ça. Et il continue. La maçonnerie a toujours été présente au gros moment de notre histoire pour conforter la démocratie et les droits de l'homme. Dans ce ministère de l'Intérieur, la franc-maçonnerie française est un peu chez elle. Parce que peu de ministères portent aussi bien les valeurs républicaines et que peu de familles de pensée s'identifient aussi bien à la République. Sachez que rien de ce que vous dites ne m'est indifférent. Ainsi, ce Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur à l'époque, juif d'ascendance par sa mère, veillait à la stricte application des directives maçonniques, la nouvelle religion de la République. Et plus loin, il affirmait: nous sommes ici en raison de l'affaiblissement de la confiance des citoyens dans l'État. Intéressant ça. Et de la perte des repères traditionnels qui ont conduit des millions de Français à faire des choix électoraux dépourvus de sens. C'est-à-dire qu'ils ne cadraient pas avec leur sens. Donc, il s'agissait pour lui, ministre de l'Intérieur, de rechercher avec ses amis francs-maçons le moyen d'empêcher les Français de faire des choix électoraux dépourvus de sens. Mais ce qu'il y a de magnifique avec eux, c'est qu'ils vous le disent en clair. Et pourtant, les catholiques, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Et à chaque fois, ils font les mauvais choix. Étonnez-vous après ça que je prenne mon fouet, mon knout. Et on peut dire que, bien secondé par les évolutions de Jean-Marie Le Pen, puis de sa fille, pour se dédiaboliser, et par l'aveuglement des bien-passants en général, Nicolas Sarkozy a parfaitement réussi, Jean-Marie Le Pen faisant voter Sarkozy en 2007. Et vous savez pourquoi ? Parce que Sarkozy avait annulé l'amende qu'aurait dû payer Jean-Marie Le Pen du fait de fausses déclarations fiscales sur sa fortune. Voilà la politique. Voilà la réalité de la politique. Comme on est loin des grands principes quand même. Alors tous ceux qui suivaient cet homme, croyant voir en lui le sauveur de la France, ouais. Est-ce que vous comprenez le pourquoi de ma férocité, qui peut peut-être vous sembler étrange ou exagérée? Mais vous ne croyez pas que, tout de même, on doit imputer aux responsables de cette situation leur responsabilité. Les Sarkozy, les Macron ne sont pas arrivés par hasard. Ils sont arrivés à cause de la bêtise
de nos milieux. Et Sarkozy continuait toujours dans son homélie aux francs-maçons. Historiquement, la laïcité, c'est d'abord un combat pour la consolidation de la République contre la religion catholique, supposée monarchique. Et voilà ce que les bien-pensants de l'époque, de nos milieux, ne savaient pas, parce que ce sont des paresseux, ils n'ont pas cherché à s'informer avant de voter. D'où la responsabilité supplémentaire des organes de nos milieux qui ne les ont pas mis en garde. Comment se fait-il que ces textes que je cite, que tout un chacun peut trouver sur Internet ou ailleurs, d'autres de nos milieux ne les trouvent pas, ou s'ils les trouvent, ils ne les citent pas. Pourquoi ? C'est donc bien le binôme religion catholique et politique de la monarchie de droit divin que la maçonnerie a voulu renverser par cette révolution de 1789. Et Nicolas Sarkozy poursuivait encore et se félicitait. La force de la loi de 1905 est d'avoir résisté à l'épreuve du temps au cours duquel les pratiques traditionnelles se sont effondrées. Bravo! Bien travaillé! C'est donc que la loi de 1905 portait en elle la destruction de la société traditionnelle dont il se réjouit. C'est ce que l'épiscopat français de l'époque n'avait pas voulu combattre, contrairement aux avertissements de Pie X. Et voilà pour qui, pour ce Nicolas Sarkozy, que les bien-pensants catholiques de l'époque ont voté. Et maintenant, ça vient pleurnicher quand ils voient la société telle qu'elle est aujourd'hui. À qui la faute ? Sarkozy et compagnie, bien sûr, mais à eux aussi. Et il continue. Comment ne pas voir que votre attachement à la laïcité est la conséquence même des valeurs maçonnes les plus fondamentales, la liberté de penser et le respect de l'autre. Ah oui, les manifestants de la Manif pour tous, quand ils se sont fait traîner dans les commissariats hommes, femmes, enfants, vieillards, oui, le respect de l'autre, bien sûr. La religion n'est plus et ne doit pas redevenir un vecteur d'affirmation politique et identitaire. Continue Nicolas Sarkozy. Ainsi, au nom de la soi-disant liberté de penser et du respect de l'autre, comme il dit, de la prétendue tolérance, celui qui allait devenir président de la République prétendait interdire que la religion redevienne un vecteur d'affirmation politique et identitaire. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de tout le foin qu'on nous a fait avec sa déclaration du Latran. Nos milieux, magnifique ce discours du Latran, et alors le jeu de rôle s'était très bien mis en place, il y avait les francs-maçons qui lui tombaient dessus. Donc vraiment, ah mais il est bien ce Sarkozy, le jeu de rôle parfait. Donc d'un côté, il y a les francs-maçons qui disent c'est pas bien, et pendant ce temps-là, petit Sarkozy fait passer les lois qui nous détruisent. C'est parfaitement joué. Et cette dialectique, nos milieux sont incapables de la comprendre. Et puis il y a eu un autre discours de Nicolas Sarkozy. Dans son discours aux représentants, toujours
obédiences maçonniques françaises, car il dévoilait l'utilité de l'immigration pour détruire l'héritage catholique de la France. Voilà ce qu'il disait. Ce qui compte, c'est de préserver l'esprit de la loi de 1905, car, pour reprendre une expression récente du grand maître du Grand Orient de France, le fond du problème n'est pas la foi, c'est l'élimination de la foi des autres, et nous n'avons pas le droit d'éliminer la foi musulmane. La foi musulmane. Ainsi, son information que nous avons vue plus haut, la religion n'est plus et ne doit pas redevenir un vecteur d'affirmation politique et identitaire, ne concernait que la foi catholique. Pas l'islam, pas le judaïsme. Élémentaire, mon cher Watson, non ? Or, ce sont bien les milieux juifs et francs-maçons qui, après la décolonisation gaulliste et les conséquences qui en ont découlé, avec la paupérisation de ces pays qu'on avait sortis de la misère et de la barbarie, viennent chez l'affreux colonisateur pour survivre. Et voilà ce que les catholiques éternels bernés, pour la plupart d'entre eux, ne comprennent pas, parce qu'ils ont une presse, y compris celle qui prétend combattre, et ne les met pas en garde. Voilà donc comment travaille l'ennemi avec ses compagnons de route, ses idiots utiles, les Bernard Anthony, Jean Sévilla et compagnie. Il travaille à modifier la perception de ceux qui devraient savoir quel est l'ennemi, et c'est pour ça qu'il tombe dans tous les panneaux à chaque fois. Je voudrais revenir sur un texte qui était très intéressant, qui a été publié par la revue Civitas. C'était avant l'arrivée au pouvoir, si j'ose dire, d'Alain Escada. C'est un livre dont le titre était « Patrie, Nation, État » de Pierre Martin, c'est un pseudonyme, qui rappelait et reprenait opportunément les définitions et le sens de ces trois concepts. Et il mettait en garde contre certaines inepties d'auteurs de l'époque, dont celle de Marcel Clément, dans sa très biaisée enquête sur le nationalisme, celle d'un certain Jacques Dupeyron dans Présent, ou encore avant eux celle du libéral Maurice Vaussard. Tous voyant dans le nationalisme l'idéologie de la Révolution, ce qui est tout de même un comble. Alors, revenons un petit peu sur ces textes qui ont été publiés, donc il y a 13 ans maintenant. Interrogé à l'époque par Catherine Robinson dans Présent du 15 juin 2005, Jacques Dupeyron, auteur d'un livre « La pensée de droite à contre-courant », affirmait « Le nationalisme français est issu de la Révolution française, il est foncièrement anti-royaliste, préparant la voie au régime communiste comme Lénine l'avait prévu. » Ah bon ? Ça va, oui ? Où est-ce qu'il a trouvé ça ? Mais où est-ce qu'il a trouvé ça ? Référence ? Ah non, il n'y a pas de référence. Si je fais ce rappel aujourd'hui, c'est parce que ce genre de thèse aberrante explique l'ignorance de nos milieux. Ils sont victimes de leur propre presse, qui les abétit, qui ne leur donne pas les éléments qui leur permettraient de choisir sans tomber dans les panneaux. Et en tout cas, ce genre de déclaration est totalement contraire à tout ce que l'école nationaliste française condamne depuis le début, depuis
la fin du XVIIIe siècle, puisque, comme vous le savez, le concept nationaliste en France a émergé du fait de l'internationalisme de la Révolution dite française. Donc cette déclaration de Jacques Duperron est absolument aberrante. Mais le plus aberrant, c'est que Jean Madiran, à l'époque directeur de Présent, ait publié ce texte sans la moindre mise en garde, alors qu'il se vantait d'avoir été l'un des secrétaires de Maurras, l'un des maîtres du nationalisme français. Vous ne trouvez pas qu'il y a une petite contradiction là-dedans, non? Et quand j'ai envoyé un droit de réponse à Jean Madiran, il n'a pas été publié. Et voilà comment les lecteurs de Présent ont été trompés. Donc à la fois, je fustige les catholiques qui choisissent toujours le mauvais cheval, mais surtout, je fustige les organes qui sont censés les informer, les former. Et le plus beau, c'est qu'à l'époque, c'était dans le numéro de Présent du 10 janvier 2008, ce Jean Madiran octroyait un brevet de nationalisme à Nicolas Sarkozy. Je ne vous dirai pas que c'est à s'arracher les cheveux, mais j'ai réglé le problème. Quand même, est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité de ces directeurs de journaux, Jean Madiran et autres? Dans mon livre, Le nationalisme français que vous avez là, j'ai démontré que jamais les révolutionnaires n'ont utilisé le terme nationaliste ou nationalisme. Jamais. Ni eux, ni leurs descendants. Ils utilisaient le terme patriotisme qui lui-même était détourné de son sens primitif. Et bien au contraire, je me répète encore une fois, c'est le juif Adam Weishaupt, juif converti, Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminés de Bavière, qui allait créer le terme pour dénoncer les ennemis de la Révolution, de l'aspect internationaliste de la Révolution dite française. Donc c'est un ennemi de la nation qui crée le terme nationaliste pour dénoncer leurs ennemis, à ses adhérents, aux membres des Illuminés de Bavière. Et on comprend très bien, là aussi, je cite souvent le mot du conventionnel Sieyès, qui disait à l'époque, du passé, faisons table rase. Mais évidemment, ils avaient besoin de faire table rase, puis c'était tout l'enseignement, toute l'expérience qui avait été accumulée par la monarchie française, les solutions apportées sur le plan sociétal par cette construction politique et religieuse qu'était la monarchie de droit divin, qui devait être détruite. Et on en a la preuve complémentaire, là encore je fais ce petit rappel, par la déclaration conjointe successive d'un certain Robert Badinter et d'un certain Henri de Lesquen, l'un vous disant que la nation est née avec la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et l'autre vous disant la Déclaration des droits de l'homme de 1789 est l'acte de baptême de la nation française. Donc il n'y a que les thèmes qui sont inversés, mais la chose est la même. Le socialiste et le pseudo-aristocrate. C'est beau. Et alors, une chose aussi sur laquelle il faut attirer l'attention, et qui a été une des raisons aussi de ma décision de traiter de ce sujet aujourd'hui, l'attitude d'un certain nombre de responsables religieux sur le nationalisme, contre le nationalisme.
et entre autres celle du moderniste Monseigneur Julien, pour qui l'Église catholique fait du patriotisme une vertu et du nationalisme une tentation, un péché si l'on y succombe. Et puis, plus grave encore, parce qu'il est vénéré dans nos milieux, Pie XII, dans son discours de Noël 1954, estimait que le nationalisme, je cite, « source de maux infinis, ne sera jamais assez rejeté ». Mais où est-ce qu'il est allé chercher son information sur le nationalisme ? Bon, je veux bien croire qu'il cherchait à dédouaner l'Église catholique d'accusations de complicité ou de sympathie vis-à-vis du Troisième Reich, qui n'était qu'une forme bâtarde du nationalisme. Mais quand même, c'est tellement à l'encontre de la vérité historique de ce qu'est le nationalisme, la méconnaissance que le nationalisme est bien au contraire un allié de la religion catholique, c'est aberrant. Alors vous vous rendez compte du poids de ces responsables religieux sur la mentalité des catholiques en général ? Comment voulez-vous qu'ils comprennent et qu'ils sachent désigner l'ennemi ? Et je voudrais rappeler, ça peut expliquer la chose, c'est que Pie XII était un des élèves du cardinal Rampolla de Tindaro, l'artisan du ralliement. Et ce n'était pas la première fois que Pie XII se trompait dans ses analyses, puisqu'on a des textes de lui dans lesquels il portait au nu l'action de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, structure maçonnique et mondialiste. Mais de quoi je me mêle ? De quoi se mêlent ces responsables politiques, religieux ? De quoi je me mêle ? Comment voulez-vous que les catholiques de bonne volonté s'y retrouvent avec des déclarations pareilles et comprennent où est réellement l'ennemi ? Il est intéressant de voir aussi le concept moderne de la nation qui nous est imposé. Que ce soit avec un Sarkozy ou un Macron, je ne parlerai pas de Hollande, parce que Hollande, à la limite, en tant que socialiste, il était dans son rôle. Mais Sarkozy et Macron, élus en principe par un public conservateur, pourquoi riez-vous ? Devraient comprendre quelle est leur conception de la nation. Là encore, citation. Que disait Sarkozy à ce sujet-là dans son discours du 17 décembre 2008 à l'école polytechnique ? L'universalisme de la France est basé sur le métissage. Et il entendait que soit réservé à la rentrée 2010 30% des places aux issus de l'immigration. Réservé ? Quoi, il n'y a pas de concours ? Réservé, on donne comme ça, au détriment d'autres qui auraient peut-être davantage de qualité. On donne. Le métissage n'est pas un choix, c'est une obligation. Nous devons changer et on va se mettre à admirer ce français. Nous devons changer et on va se mettre des obligations de résultat. Si ce volontarisme républicain ne fonctionne pas, il faudrait que la République passe alors à des méthodes plus contraignantes encore. Ah, c'est beau la liberté, ça. Et comme je le dis souvent, et dire qu'il y a des imbéciles
qui ont fait une révolution pour être libres. Et voilà à quoi elle a abouti. Quant à Éric Besson, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet individu, qui était son ministre chargé de l'immigration, il confirmait dans Le Parisien du 5 janvier 2010 cette volonté de changer la substance de la France. Je cite : « La France n'est ni un peuple, ni une langue, ni un territoire, ni une religion. C'est un conglomérat de peuples qui veulent vivre en France. Il n'y a pas de Français de souche, il n'y a qu'une France du métissage. » Encore une fois, ce texte que je cite, et pas pour la première fois, comment se fait-il que je sois capable de le trouver et que les organes, les journaux de nos milieux ne soient pas fichus de les trouver aussi et de mettre en garde leurs lecteurs? À quoi servent-ils? Et notre cher coquelet élyséen, Emmanuel Macron, a repris le flambeau, c'est le cas de le dire. L'a très clairement repris sous une autre forme lors de la semaine des ambassadeurs du 29 au 31 août 2017, que j'ai déjà cité, mais vous comprendrez pourquoi je reviens toujours sur certains textes, parce que c'est tellement démonstratif. Il décrivait leur nouveau travail à nos ambassadeurs et leur a ordonné de ne plus, je cite, de ne plus défendre les valeurs de leur pays, la France, mais de trouver des opportunités d'agir au nom du Léviathan européen. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Donc, vous devez vous contrefiche de la défense des intérêts français que pour ne vous préoccuper que de la progression du mondialisme au travers de la construction européenne. C'est ça que ça veut dire. Encore une fois, qui, dans notre presse, a relevé cela? Qui? Vous ne pourriez pas écrire au directeur de nos principaux organes de presse, de cette droite dite nationale, pour leur demander comment se fait-il que vous ne citez pas ce que je cite à plusieurs reprises. Ils sont aux abonnés absents. Ils ne connaissent pas. De quoi servent-ils? Ainsi, du métissage voulu et imposé jusqu'à la suppression de notre héritage, on mesure à quel point le cardinal 23, en définissant la France, je cite, comme un carrefour de peuples et de nationalités, vous voyez la convergence, lui retirant sa personnalité nationale et religieuse, était inféodé aux conceptions mondialistes d'un Sarkozy comme d'un Macron et tous ceux qui ont tourné autour. Par contre, Benoît XVI, si décrié dans nos milieux, qui avait tout compris encore une fois, qui n'ont rien compris à son travail progressif de remise en ordre, ces tentatives de remise en ordre dans l'Église, contredisait le cardinal 23 en affirmant le rôle de la nation comme la grande éducatrice des hommes, la nation. Et il rappelait que les racines chrétiennes de la France, de l'identité nationale, respectée et honorée, étaient un chemin vers Dieu. Donc il comprenait le cheminement du politique vers le religieux. Et vous comprendrez pourquoi nos ennemis l'ont poussé dehors. C'est pas par hasard. Et ben voilà
cet homme, Benoît XVI, qui a été vilipendé dans nos milieux. Mais c'est à hurler, encore une fois, c'est à hurler. Ils ne comprennent rien. Et je répète encore une fois, s'ils ne comprennent rien, la grande responsabilité, c'est évidemment à eux, en effet, mais surtout à ceux qui sont chargés de les informer. Et qui ne le font pas, ou qui déforment. Or, cette reconnaissance de la part de Benoît XVI des racines chrétiennes de la France et de l'identité nationale, mais c'est le fondement même du nationalisme français. Donc vous voyez la convergence, la bonne convergence entre le politique et le religieux. Aussi, on mesure à quel point la solution invoquée, la réponse de l'abbé Cottard de la Fraternité Saint-Pédis dans son homélie du 4 septembre 2016 aux Journées Chouane, que je citais en début de conférence, est éloignée de la réalité du combat. Je rappelle le texte. Voici 50 ans que le combat dure et nous voyons notre pays continuer de s'effondrer. Pourquoi ? Parce que justement l'épître d'aujourd'hui va bien nous le montrer. C'est que le bon Dieu nous demande, c'est l'humilité pour qu'il puisse travailler en nous. C'est vraiment une déconnexion totale par rapport à la réalité du combat. Et encore une fois, je dirais, c'est plein de bons sentiments. Mais ça ne sert à rien qu'à démobiliser. C'est une fuite devant le nécessaire combat politique. Et on ne peut pas à la fois regretter de voir notre combat, notre pays, continuer de s'effondrer et ne prôner que l'humilité. Ce sont deux plans différents et l'on revient là à un cléricalisme qui tend à convaincre égoïstement aux fidèles de ne penser qu'à eux, à leur salut, sans penser au bien commun. Or, dans la mesure où sur ce genre de conseil, les catholiques ne s'impliquent pas dans le combat politique, ils laissent la place à l'ennemi qui fait les lois, qui détruisent la société, donc qui détruisent l'individu lui-même. Vous voyez l'enchaînement logique que j'essaye de vous démontrer. Ou à quoi aboutit cette naïveté de certains religieux? Politique d'abord. Je voudrais vous donner un autre exemple du poids politique sur l'Église, dans le mauvais sens, par l'illusion de Léon XIII de christianiser la démocratie. Vous connaissez le terme démocratie chrétienne. Et ce fut la désastreuse affaire du rallye. Savamment insufflé par son secrétaire d'État, le cardinal Rampolla, cette décision de Léon XIII allait casser la réaction légitimiste qui se faisait jour à la fin du XIXe siècle. Elle était associée à une fausse notion de l'obéissance au pape. Alors, il y a quelque chose, un phénomène très curieux dans la catholicité d'aujourd'hui, qui ne date pas d'ailleurs d'aujourd'hui, ça remonte déjà à cette époque-là, qui fait que les catholiques croient que chaque fois que le pape dit une chose, c'est parole d'évangile, c'est couvert de l'infaillibilité pontificale. Non! L'infaillibilité pontificale correspond à un certain nombre de règles bien définies. Donc, quand le pape fait des déclarations sur le plan politique, tout être humain, croyant ou pas croyant, peut émettre des doutes. On en a des exemples avec
un certain François aujourd'hui. Et alors, c'est incroyable vraiment cette notion de l'obéissance au pape en matière politique, parce que c'est cela qui allait amener le militaire, Albert Demain, qui pourtant avait été un des plus grands pourfendeurs de la démocratie, à accepter le ralliement. La discipline, je dirais bête et méchante. Et c'est pathétique cette histoire-là. Parce que Léon XIII, qui avait cru qu'en baptisant la démocratie de catholique ou de chrétienne, ça allait modifier l'aspect pervers intrinsèque de la démocratie, on en voit les résultats. Où en est l'Église aujourd'hui? Et la société, par voie de conséquence. Et le mot des adversaires de l'Église à l'époque, qui disait « on lui a fait accepter le mot, on lui fera accepter la chose ». Nous y sommes, grâce à l'aveuglement de ce brave pape et de son conseiller, Rampolla. Et je dois dire que cette attitude de Louis XIII fut au moins aussi désastreuse pour la défense de l'Église, comme de la société, que celle de Pie XI, avec la condamnation de l'Action française et l'abandon des Cristeros, de la réaction des Cristeros au Mexique, face au massacre de la République maçonnique du président Calles, soutenu par les Américains. Vous comprenez que comment une mauvaise perception de la politique par des religieux les amène à soutenir des positions des ennemis de l'Église. Voilà à quoi ça aboutit. Ainsi, le ralliement doit être considéré comme l'une des causes du modernisme dans l'Église. Et regardez encore la logique implacable. Comment les responsables de l'Église, qui ont accepté la démocratie, pourraient-ils refuser l'exercice de la démocratie au sein même de l'Église? Ils ne peuvent pas, ils sont coincés. Et il était donc fatal que l'Église soit soumise de s'ouvrir à la démocratie. Et je vais être très trivial, et on voit le bordel qu'est aujourd'hui l'Église. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois qu'un principe politique, philosophique, a été posé, qu'il soit bon ou mauvais, il va développer ses conséquences, qui seront, de même que ses bases, bonnes ou mauvaises. C'est pour ça qu'on ne peut jamais cesser de se préoccuper de l'évolution des principes dans la société civile. Alors, je voudrais tout de même faire une petite note, un petit rappel sur ce cardinal Rampolla qui a tout de même eu un rôle fondamental dans l'évolution de l'Église. On allait apprendre plus tard qu'il faisait partie d'une obédience maçonnique, l'Ordo Templi Orientis, de qui? D'un certain Aleister Crowley, dont j'ai eu l'occasion de parler dernièrement dans ma conférence sur la droite la plus bête du monde. Ce Aleister Crowley, fondateur de l'Ordo Templi Orientis, dont l'un des représentants aujourd'hui, un certain Christian Boucher, est un membre de Égalité et Réconciliation et a été candidat du Front National. Étonnez-vous, après ça, de l'évolution de ces structures.
Et remarque à faire qui est fondamentale aussi, ce fut cette appartenance sulfureuse du cardinal Rampolla qui fit que l'empereur d'Autriche de l'époque mit son veto à l'élection du cardinal Rampolla au siège de Pierre. Vous imaginez que Rampolla a failli être pape. Sans l'empereur d'Autriche, donc sans le politique, l'Église a été soumise à un pape franc-maçon. Là encore, vous comprenez pourquoi je dis politique d'abord, la primauté du politique pour soutenir la religion. Et c'est comme ça, c'est grâce à ce veto de l'empereur d'Autriche que le cardinal Sarto, le futur Saint Pie X, a été élu pape. Vous voyez l'enchaînement des choses. De tous ces aspects du rapport entre le politique et la religion, il découle que l'Église, je me répète, mais il faut répéter les choses, n'étant plus soutenue par des pouvoirs politiques compatibles, est soumise à ses ennemis. Alors, dans l'attitude des différents papes, les derniers, bon, ça commence, le déraillement avait déjà commencé quelque peu avec Pie XII, ça a continué avec Jean XXIII, Pie VI, Jean-Paul II, la réaction incomplète de ce malheureux Benoît XVI, et puis aujourd'hui, François. Voilà l'enchaînement et la conclusion logique des mauvaises décisions qui ont été prises, et de cette subordination de l'Église à l'imagerie de la démocratie. Il ne suffit pas de faire des catholiques. Il faut faire des catholiques politiques, des catholiques combattants. Sinon, ça ne sert à rien. Vous vivrez dans votre chambre, en dévotion dans vos pantoufles, et vous laisserez faire l'ennemi les lois qui pervertissent tout. Des catholiques, oui, mais des catholiques conscients et combattants. Sans cette formation, ils sont incapables de combattre ce qu'annonçait cyniquement Marcus Eli Ravage dans la revue Century Magazine de janvier-février 1928. Il s'adressait aux non-juifs. Vous faites beaucoup de bruit autour de l'influence indue des Juifs dans vos théâtres et le cinéma. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Simplement, ça s'est amélioré. Très bien, votre plainte est fondée. Mais qu'est-ce que cela à côté de notre influence pénétrant dans vos églises, dans vos écoles, dans vos lois et vos pensées chaque jour? Vous n'avez pas encore apprécié la profondeur réelle de notre culpabilité. Nous sommes des intrus. Nous sommes des subversifs. Nous avons pris votre monde naturel, vos idéaux, votre destinée, et nous les avons brouillés. Encore une fois, comment se fait-il que la presse de nos milieux ne cite pas ça pour dénoncer l'ennemi? Comprenez que sans formation politique et connaissance de l'ennemi, les catholiques ne peuvent combattre. Ils ne peuvent combattre, ils ne peuvent comprendre. Même la réélection, la déclaration, on ne peut plus claire, d'une certaine Simone Veil, alors ministre de la Santé du gouvernement Chirac.
sous la présidence de M. Giscard d'Estaing, au Times de Londres du 3 mars 1975. Là encore, je l'ai dit et redit, je le redirai encore certainement en de multiples reprises. En modifiant la loi, vous pouvez modifier fondamentalement le modèle du comportement humain. Tout est là. Vous comprenez que quand les catholiques abandonnent entre les mains de l'ennemi la possibilité de faire les lois, il ne faut pas s'étonner des résultats. Politique d'abord. Et cette déclaration, est-ce que les catholiques pourraient la comprendre, en comprendre le sens? Celle d'un autre juif, Al Goldstein, éditeur de Screw Magazine, qui disait « La seule raison pour laquelle les juifs sont dans la pornographie, c'est qu'elle est une façon de polluer la culture chrétienne. » Qu'est-ce que vous voulez de plus comme démonstration? Alors, vous comprenez que fuir la télévision, se boucher les yeux et les oreilles, bon, c'est très bien, mais c'est fuir le combat. Il faut regarder la télévision pour en faire la critique, pour comprendre ce que prépare l'ennemi. Sinon, vous restez dans votre bulle. Vous êtes hors du réel. Donc, ils ne font que fuir au lieu de combattre. C'est la cause, ce sont les vecteurs de cette politique de destruction qu'il faut détruire. Ils ne pourraient pas comprendre, et ils ne comprennent bien entendu pas, puisqu'ils ne la connaissent même pas, la plupart du temps, la fameuse déclaration que j'ai déjà citée, elle aussi, la déclaration jubilatoire du rabbin Touitou. Publié le 1er juillet 2015 sur YouTube, je cite « La guerre de Gog et Magog, qu'on attend tous, est nécessaire pour qu'Israël ne rentre pas en guerre. » Donc, c'est-à-dire la guerre des mondes. Comme disait, c'était Huntington, l'auteur américain Huntington, dans son livre du même titre, La guerre des mondes. Donc, pour les Juifs, le fin du fin, c'est que l'Occident et l'Orient se fassent la guerre pour que le monde juif, des destructions, puisse émerger. Donc, je reprends, cette guerre de Gog et Magog qu'on attend, tous est nécessaire pour qu'Israël ne rentre pas en guerre. Donc, on fait faire la guerre par les autres. Ce que vous êtes en train de subir en Europe, qui vous fait tellement peur, devrait être pour nous la plus belle des nouvelles de notre histoire juive. C'était marqué dans le Sanhédrin il y a 2000 ans. Le Mashiach, le Messie, ne viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Je vous pose la question. Une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle. Et que se passera-t-il quand il viendra? La peur régnera dans le monde, les nations déposeront les armes et serviront le peuple d'Israël. Vous, les chrétiens, allez le payer très cher, mais à un point dont vous n'avez aucune notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous, avec des trains pour vous amener au four crématoire. Ce sera sur place l'égorgement. C'est marqué aussi dans le livre. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le, au lieu que nous fassions le travail. Tout est là. Tout est là. Alors quand je vois une certaine presse dite nationale ne se préoccuper que de l'invasion physique
de l'islam. Bon, d'accord. Mais est-ce qu'il ne devrait pas remonter à la cause première, aux instigateurs? Quel mauvais médecin il ferait? Des médecins qui ne se contenteraient que de donner de l'aspirine parce qu'il y a une tumeur dans la tête qui est en train de faire mal à la tête. Une tumeur, ça s'opère, ça s'enlève, ça s'éradique. Telle est donc l'utilité pour nos ennemis des Antony, des Sévilla, des Zemmour, des Abosi, des Conversano, des Rougeron. Pas, tiens. Votre chéri. Qui nie tout complot judéo-maçonnique. Il n'y a pas de complot judéo-maçonnique. Et nous avons leur propre texte. Qu'ils disent ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que l'on peut vouloir de plus? Ils l'annoncent clairement, noir sur blanc. Et là encore, que fout la presse des milieux dits nationaux et catholiques? Ils devraient rappeler ces textes-là. Ils ne le font pas. Pourquoi? Léon Camus. Léon Camus. On en reparlera tout à l'heure lors des questions si vous voulez bien. Et je rappellerai encore une chose, il ne suffit pas de faire un bon petit texte à la gloire du maréchal Pétain, etc., etc. C'est la porte d'entrée, c'est facile. Ça ne mange pas de pain. Mais le problème, c'est que derrière ce beau discours, il y a toute une autre marchandise qui n'est pas avouable. Je voudrais vous faire remarquer une chose, je ne sais pas si vous y avez réfléchi, dans cette démarche du monde juif contre la société chrétienne, la société tout court d'ailleurs, la société ne serait-ce que naturelle. À la fois, le monde juif se sert de l'islam contre la chrétienté, et dans le même temps, il voudrait que les chrétiens adhèrent à leur cause contre l'islam, ou tout au moins l'islam chiite de l'Iran, de la Syrie, du Liban, etc. Et il voudrait aussi nous avoir comme petits soldats, parce que ça va leur retomber sur la figure, ça. Ils ont fait venir cette immigration musulmane pour nous détruire. Mais il y a des juifs qui commencent à comprendre qu'il va y avoir le boomerang. Donc ils voudraient bien que nous, petits catholiques, chrétiens en général, soyons leurs petits soldats pour les défendre de cet islam, des banlieues. Vous voyez le double jeu? Se servir de l'islam contre nous et se servir de nous contre l'islam. C'est gagnant-gagnant pour eux. Alors je dirais que ce serait un juste retour des choses, que cette immigration qu'ils nous imposent pour nous détruire s'occupe d'eux aussi. Donc vous voyez pourquoi la raison de cette conférence politique d'abord. C'est le politique qui fait les lois, bonnes ou mauvaises, qui permettent ou non de préserver la société. Alors certes, la religion est là pour rappeler tout de même les vérités essentielles, mais ce n'est pas l'Église, ce n'est pas la religion qui combat. Ce sont les hommes d'armes, comme disait Jeanne d'Arc. Les hommes d'armes combattront et Dieu donnera la victoire. Rappelez-vous. Mais en fait, rappelez-vous ma conférence sur, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, c'était sur le rôle de Clovis, où je rappelais aussi l'épisode de la conversion de l'empereur Constantin. La bataille, qui est sur le point d'être perdue, la promesse que fait l'empereur Constantin,
qui tient parole, s'il gagne la bataille, qui convertit l'Empire romain au christianisme, repris quelques siècles plus tard par Clovis, même démarche, la perspective de perdre la bataille, il se rappelle de ce que son épouse Clotilde lui disait, et qui promet de se convertir. Et quand un juif, je vais revenir sur une chose dont on a parlé, je crois, ce matin, nous dit qu'il faut que la France disparaisse pour que revive la Gaule, ça veut dire quoi? C'est que justement, c'est cet aspect chrétien basé sur la conversion de Clovis qui a fait la France qu'il leur faut détruire, alors que la Gaule païenne leur convient parfaitement. Vous voyez comment tout s'enchaîne, tout devient logique. Et puis encore une fois, vous connaissez le vieux dicton. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça n'empêche pas de prier, mais il faut combattre aussi. Alors je voudrais que certains cessent de se lamenter, de me dire que je devrais parler du Christ roi. Mais je passe mon temps quasiment à en parler, sans le citer nommément, quand je fais les rappels sur l'origine catholique de la France. C'est quoi mon discours? Alors, cessez de vous lamenter, je ne parle pas pour vous, je parle beaucoup plus largement. Cessez de vous lamenter, battez-vous, sinon attendez la mort que le rabbin Touitou vous promet. C'est tout. Merci de votre attention. Bon, je suis à votre disposition pour les questions, oui. Alors, une question que je voulais vous poser. Attendez, monsieur qui était derrière. C'est pas une question. Je vous rappelle que je crois que c'est Jean Calne qui avait dit que la toute mention du baptême de Clovis. Tout à fait. Ben, je l'ai cité à de nombreuses reprises aussi. Oui, j'aurais pu le mettre en clé, mais enfin, il y a tellement de citations à rappeler. Mais tout à fait, il fait très bien de le rappeler. Donc, pour la petite histoire, pour ceux qui ne la connaissaient pas, Jean Calne, président du consistoire israélien universel, de différentes structures, etc., disait que attends, vous la connaissez de... Toute mention du baptême. Ah oui, toute mention du baptême de Clovis était puissamment incitative à la haine raciale. Et ils vous le disent, mais en clair. Et ensuite, on vient vous dire, il n'y a pas de complot. Mais c'est hallucinant. Vous avez aussi Askolovitch Oui, qui a oui. dit qu'il fallait éradiquer de la mémoire des Français jusqu'au souvenir de Jeanne d'Arc. Mais bien entendu. Mais ben voilà, c'est pour ça qu'on nous sort des Jeanne d'Arc de toutes les couleurs aussi. Il faut toujours, pour eux, il faut désacraliser nos symboles. Oui, ce que je voulais savoir exactement, c'était la position politique de la fraternité Sapédis dans tout cela. Eh bien, je suis incapable de vous répondre, parce que justement, on aimerait la connaître. On a un problème. Mais non, attendez. Oui, attendez. Je vais tout de même vous répondre. Ce que je constate depuis des années, puisque c'est pour ça que je me suis donné la peine d'écrire le livre Tradition-Révolution, ce que je constate, c'est qu'en fait, la fraternité Saint-Pédis s'est ghettoisée. C'est ghettoisé. Donne la notion égoïstement, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma conférence, à ses fidèles qu'il suffit de penser à leur propre salut, sans s'occuper de politique, parce que si les fidèles avaient la velléité de s'occuper de politique, bah peut-être qu'ils seraient peut-être un peu moins dans leur soutane. Une concurrence, là. Concurrence. Donc la politique, non, pensez à votre salut. Mais là, je répète encore une fois, si le catholique n'est pas un combattant sur le plan des principes, il laisse la place à l'ennemi qui, lui, fabrique les lois qui détruisent la société. C'est aussi simple que cela. Voilà, pour répondre à votre question. Il faut être pessimiste pour le prochain chapitre. Je crois. Ça sera l'épilogue. Je ne vous fais pas dire. Allez-y. Oui. Si
si j'ai bonne mémoire, c'est le 7 mai 2017, au moment du premier tour, je crois, des élections, le curé de Saint-Nicolas a dit « Nul ne peut servir Dieu et Macron ». Il l'a dit, j'ai entendu, j'étais là. C'était qui? Résultat des courses, il a été exilé. Ah ben oui, c'est l'abbé, comment il s'appelle? Larocque. Il a été exilé au fait. Exactement. Exactement. Faites bien de le rappeler. Vous avez la réponse. Ben voilà. Ben voilà. Voilà un abbé qui avait compris le politique. Je n'invente rien, je l'ai entendu et j'ai vu le Si vous avez, ça n'a pas été publié, ça. Non, je pense pas que ça a été publié. Moi, j'étais témoin, c'est tout ce que je peux dire. Il y a la lettre sur les mariages qu'il a signée. C'est tout. Ouais. Non, mais c'était un peu issu. Non, mais c'était. Bah alors, sa formule est remarquable, parce que tout est là, tout est dit. Tout est dit, là. Non, ça, vous avez très bien fait de rappeler cela. Je ne suis pas d'accord. Le curé mariage, les 7 doyens, lui, il a été public par les autres. Ils ont tous signé la lettre, tous co-signé la lettre, et lui s'est retrouvé, je sais plus, à Mindanao, ou je ne sais pas quoi. Oui, oui. Oh, ils ont été déplacés, il y en a un qui a quitté Bordeaux pour aller à Beauvais, l'autre qui a quitté Beauvais pour aller à Marseille. Enfin, je dis ça comme ça, être mulet à Marseille, ça ne va pas être drôle. Le nom de moyen Saint-Malo n'a pas bougé. C'est tout ce que je dis. Moi, hein, j'ai entendu ça, j'ai vu la conclusion. Je suis certainement bête et méchant, un peu borné, il faut bien dire ce qu'il y a. Mais non. Mais non, merci. C'est vrai, vous qui êtes. Non, mais. Le 7 mai. Mais vos réactions sont très saines, justement. C'est ça qui est tout de même consolant. C'est que, bon, tout le monde n'est pas abusé, heureusement. Mais le problème, c'est qu'il faudrait un contre-pouvoir au sein de la structure de la fraternité Saint-Pédis. Et pour me dédouaner, je travaille quand même toujours pour des œuvres de la fraternité. Mais ça, dans la mesure où vous faites de la charité, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Mais le problème, c'est que oui, vous appuyez l'image de la fraternité. Et l'image de la fraternité est quelque peu brouillée, comme disait le petit juif que j'ai cité tout à l'heure, au point de vue de la religion. Oui. J'avais cité Léon Camus, qui est une exception quand même. Il fait d'excellentes analyses. Oui. Et il remonte à ce que vous dites. Mais il y a quelques-uns, c'est vrai, mais enfin, c'est tout de même assez rare. Il est très bon. Ouais. Je crois d'ailleurs que c'est un pseudonyme, non? Oui. Il a 3 noms. C'est Vernochet. Vous croyez que c'est Vernochet? Alors, Vernochet, Ben oui, c'est lui. il y a un petit peu, il a fait voter Sarkozy. Hein. Ah oui? Ouais. J'ai pas suivi. Vous savez, ce qui me dérange toujours avec un certain nombre d'hommes politiques ou de journalistes, c'est quand à l'occasion d'un événement, on se dit tiens, c'est curieux, c'est pas compatible avec ce que l'on connaissait de cette personne. Et en général, il y a un os, il y a un problème. Il y a une raison cachée. Alors, une information, l'église de Satan va ouvrir à Paris le 31 octobre. Ah, ça va se faire finalement? Oui. Alors justement, j'ai été interrogé dernièrement sur Internet, enfin sur mon mail. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'était comme si j'avais inventé la chose. Tout ce que je savais qu'on avait publié dans la politique, d'ailleurs à l'époque, ça doit remonter à 5-6 mois environ, c'était que cette église émanait encore une fois des États-Unis, ça venait des États-Unis, merci du cadeau encore, messieurs les Américains, que ça devait s'installer dans un appartement dans le 16e arrondissement, que les locataires de l'immeuble n'étaient pas, enfin les occupants de l'immeuble n'étaient pas enchantés, etc. Et apparemment, ça avait l'air de devoir tomber en quenouille. Donc vous dites qu'en principe, ça va se faire. D'après ce que j'ai... Avez-vous un texte? Oui, je peux vous l'envoyer. Oui. Alors, sinon, deux observations. Je pense que l'union des droites nationales, suite à tout ce que vous avez dit au cours de vos conférences, est absolument impossible. Totalement. Donc, la solution n'est plus électorale. Elle se situera malheureusement au niveau d'une guerre civile. C'est pas ce que je souhaite. Hein. Moi non plus, c'est évident. Alors, je ne suis pas aussi sûr que ça ne peut pas se passer aussi sur le plan électoral. Et c'est un petit peu ce que j'ai essayé lors des dernières élections, quand j'ai soutenu Fillon. Pourquoi croyez-vous que Fillon, qui n'était pas parfait, loin de là, a été autant diabolisé dans les médias? Pourquoi croyez-vous qu'on lui a collé aux fesses
ces accusations qui sont toujours pas jugées. C'est tout de même curieux, parce que ou bien il y a matière à poursuite, alors qu'on conclut, ou bien il n'y a pas matière à poursuite, et qu'on conclut aussi. Mais non, ils le tiennent en laisse. Alors, Donc, pour moi, c'est la démonstration que, quel qu'ait été son parcours auprès de Sarkozy, etc., des contacts qu'il pouvait avoir les uns et les autres, il a été euthanasié, purement et simplement. Alors, parce que catholique, ou revendiqué comme tel, ceci dit, M. Fillon, il aime quand même bien les sous, puisqu'il a rejoint un fonds d'investissement, il s'est recyclé, hein, voilà, où il va être payé. Il n'est pas le seul. Non, Il n'est pas le seul, hein. mais il l'a fait quand même. Pas le seul, je sais. Voilà. Je sais. Alors, il a une grande propriété, apparemment, qu'il a besoin de financer. Un petit château avec de tout. Oui, bon, un petit château, je ne sais pas si c'est un héritage familial ou par alliance, je ne sais pas, mais enfin, bon, bref, nous n'avons pas à être envieux de ce qu'il peut avoir ou ne pas avoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir pourquoi, à un moment donné, quelqu'un qui est issu du sérail, comme il l'était, ce sérail le rejette et fait tout pour l'éliminer. Alors, effectivement, mais rappelez-vous un certain nombre de ses déclarations. Rappelez-vous qu'il a revendiqué les fondements catholiques de la France et il a cité Clovis et Jeanne d'Arc. C'est vrai. C'est déjà suffisant pour qu'il soit flingué. Non, puis il y a- Suffisant. En plus de ça, sur l'Europe, j'ai des déclarations de lui qui étaient... écoutez, si l'Europe continue à vouloir nous imposer telle et telle chose, il faudra en sortir. Eh oui. Ceci dit, il est quand même resté un petit peu dans le système. Mais Il a oui, rejoint un fonds mais oui, d'investissement. il a cru qu'en faisant patte blanche, il serait finalement accepté par le système. Mais le système est plus intelligent que les catholiques, ils ont compris qu'il était un personnage dangereux pour eux. Et ils ont préféré Macron, Mais il était qui lui était sûr. Il était désigné depuis longtemps, Macron. Il y avait. Et la certainement. communauté Mais écoutez, derrière. justement, c'est une observation que je faisais ce matin lors de l'entretien. Vous prenez mon étude sur Sarkozy. Oui, vous l'avez là. Prenez mon étude sur Sarkozy où je démontre comment il a été fabriqué par la CIA. Par Wissner. Je ne sais plus quel est le prénom. Frank Wissner. Vous prenez le livre, mon livre, vous enlevez le mot Sarkozy, vous mettez Macron, c'est du copier-coller. Même parcours, mêmes influences, même gens derrière lui. C'est tout. Oui. Alors, parlez plus fort. D'ailleurs, ils se ressemblent un peu physiquement, je trouve, Macron et Sarkozy, quand ils sourient. Oui, peut-être. Est-ce tellement étonnant vu les ascendances communes? Vous savez que j'ai démontré dans la politique ces ascendances. D'abord, Alors Hollande a quand même dit qu'à propos de Macron, qu'il a peut-être regretté d'avoir introduit au gouvernement, que Macron était un mélange de Brutus et de Rastignac. C'est vrai. si, C'est vrai. C'est bien vu. C'est bien vu. C'est vrai. C'est bien vu. Tout à fait, oui. Et pourquoi ce qui est possible en Italie n'est pas possible en France? Ah, bonne question. Bravo. Bravo. Espèce d'alliance. Apparemment, les Italiens sont plus intelligents que les Français. L'Union européenne. Mais l'Union européenne, elle laisse faire. Ça veut dire qu'il les a. Non, mais c'est pas qu'elle laisse faire. Elle peut pas faire autrement. On est en démocratie ou on l'est pas? Alors, ils vont essayer de manœuvrer de façon en espérant que le gouvernement italien qui est issu de ces élections se plante, comme on dit vulgairement. C'est leur seule possibilité. Parce que, rappelez-vous, le déroulement des événements. Donc, il y a l'élection qui amène au pouvoir le mouvement, lui qui a fait le plus de voix, Cinque Stelle, les 5 étoiles. Bon. Plus la Ligue du Nord, qui est beaucoup plus à droite, je veux dire nationaliste, qui propose comme ministre des Affaires étrangères un anti-européen farouche, qui s'appelait, comment il s'appelait déjà? Savona, Paolo Savona. Là-dessus, le président de la République italienne met son veto. Non, pas d'accord. Le problème, c'est que si le gouvernement ne pouvait pas se mettre en place, ils étaient obligés de recourir à une nouvelle élection. Et là, à ce moment-là, c'était une poussée supplémentaire de cette droite à la fois
populistes, nationalistes, appelons ça comme on voudra. Et ça, ils ont paniqué. Donc, ils ont finalement accepté ce gouvernement, avec Paolo Savona en moins, qui a été nommé à un autre ministère, je ne me rappelle plus lequel. Étrangère. Oui, je crois que c'est d'ailleurs assez curieux, étrangère, parce qu'il aura son mot à dire aussi sur l'Europe. Et donc, on en est là. Alors, quand on voit l'alignement des propositions de cet ensemble Ligue du Nord et Cinque Stelle, c'est tout de même assez extraordinaire. Il commence à envoyer à la gueule de la maçonnerie italienne, pas de ministre franc-maçon. Vous imaginez ça en France? Et vous imaginez Marine Le Pen, alliée à Dupont-Aignan, disant si on arrive au pouvoir, pas de franc-maçon. Mais elle en a à côté d'elle, avec Collard. Elle a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Non, mais c'est à hurler. C'est à hurler. Donc, vous me posiez la question, très justement, pourquoi en Italie sont-ils capables et pas nous en France? Ben, parce que les Français sont des couillons. Ils sont plus catholiques. Ou alors, Ils sont- vraiment souffrir. Je pense tout de même qu'il y a eu... Je ne sais pas comment expliquer ça. Bon, il faut dire que peut-être que l'attaque est plus virulente en France qu'ailleurs au monde, pour la même raison que je dis que si la Révolution française a eu lieu en France, c'est parce que c'était la France qu'il fallait faire sauter comme verrou d'abord. Je pense qu'il doit y avoir de ça. Peut-être d'autres, mais c'est un phénomène qu'on constate, c'est regrettable, vraiment, c'est pas à notre gloire. Hein. Franchement, c'est pas à notre gloire. On vient à l'épouvantail aussi, on ne se rend pas compte Oui, à l'étranger, oui, on a un épouvantail. Par contre, je crois que le ministre de l'économie italien qui a été nommé, c'est un type du FMI. Alors ça veut rien dire. Attendez, est-ce qu'il a réellement été nommé? C'était une proposition au moment du veto du président de la République. Je ne sais pas si finalement il a toujours été nommé. Mais de toute façon, il va y avoir un jeu de dupes là-dedans. Oui. Je ne sais pas qui va être cocu dans l'histoire, mais il va y avoir des cocus. Ça, c'est certain, comme les Américains avec Trump. On verra. Alors, Comte, le président du Conseil, est un catholique fervent, Oui. anti-maçon, Oui. et paraît-il proche des cercles Padre Pio. Oui. Alors, il y a aussi une chose à relever, c'est que le ministre de la Famille a déclaré qu'il était fier d'être catholique. Vous imaginez le ministre de la Culture, de la Famille ici, dire ça? Non, mais on est dans deux mondes différents. On est dans des planètes différentes. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Et autre chose encore, la déclaration toute récente du gouvernement disant qu'ils allaient faire une enquête sur les agissements des fondations Soros sur l'afflux des migrants. Tout ça, c'est pas gratuit. Pas gratuit. Donc, il faut en Italie ce que Poutine a déjà fait, ce que Orban a fait en Hongrie, etc. Donc, il est en train de se dégager une dynamique en Europe contre l'Europe supranationale, mondialiste, et contre les vecteurs de cette Europe mondialiste. Espérons que ça va faire exploser l'Union européenne. Écoutez, nous avons à informer et à combattre. Après, ce sera entre les mains de Dieu, de la Providence, etc., du Christ roi. Je rappelle, parole de Jeanne d'Arc, les hommes d'armes combattront et Dieu donnera la victoire. Mais il faut que les hommes combattent d'abord. C'est ça. Oui. Est-ce qu'il y aurait dans notre histoire contemporaine un message transcendant qui aiderait les catholiques dans leur ensemble à réagir? Une sorte de support matériel, par exemple un message de la Vierge, ou le message par exemple le linceul de Turin. Je me suis intéressé à cette chose-là. Il y a des études qui ont été faites qui attestent de l'authenticité. Est-ce qu'il y aurait des messages qui pourraient jouer le rôle de socle sur lequel les gens de foi pourraient agir politiquement, comprendre ce que vous dites, pour les aider à réagir? Oui, un miracle. Vous avez un certain nombre de textes. La citation que j'ai donnée de Benoît XVI, par exemple,
correspond à ça, puisqu'il place bien justement le rôle de la nation. Je vais la reprendre. Je crois que vraiment il avait très bien cerné le problème. Et comme je l'ai dit, c'est probablement une des raisons, parmi d'autres, qui ont l'a poussé dehors. Donc il affirmait le rôle de la nation comme la grande éducatrice des hommes, la nation. Et il rappelait que les racines chrétiennes de la France, de l'identité nationale respectée et honorée, étaient un chemin vers Dieu. Je crois que tout est là. Tout est là. Comment? C'est le devoir d'État du citoyen français. Ouais. Tout est là. Défendre sa nation. Oui. Aussi, le Christ a dit allez enseigner les nations. Ben oui. Exactement. Il n'a pas dit allez enseigner les hommes. Il a dit allez enseigner les nations. Exactement. Exactement. Très juste. C'est très juste. Notre-Dame de Pontmain et Notre-Dame du Rosaire, Ouais. comme exemple. C'est évident, mais simplement, bon, je vous dis, moi, ce qui m'horripile dans l'attitude de certains religieux d'aujourd'hui, c'est pour garder les fidèles dans leur soutane, de leur dire occupez-vous de votre salut personnel, égoïste, alors que c'est le bien commun que l'on doit, parce que ou on se sauve tous ensemble, ou on périt tous ensemble. On a eu un moment des prêtres de combat. Mais bien sûr qu'on a eu, mais bien entendu, mais... C'est la nouvelle... Et justement, alors des structures comme la Fraternité Saint-Pédis, puisque les uns et les autres, vous m'avez questionné sur ce que j'en pensais, ben d'abord, j'ai écrit mon livre « Tradition Révolution », justement, pour dénoncer ce glissement insidieux au sein même de la structure. Ils ne remplissent pas le rôle pour lequel ils ont été créés. Autre question? Moi, je voulais vous poser une question autour de Marion Maréchal. Comment? Une question autour de Marion Maréchal. Allez-y. Vous allez me faire plaisir, je sens ça. Effectivement, il y a quelque chose qui tourne autour d'elle. Les médias sont très gentils. Ah, comme n'est-ce pas? Vous trouvez? Mais est-ce qu'ils la font pas monter pour après la... Non. Non. Alors là, je diverge totalement Oui. de votre Parce que estimation, juste- totalement. Ils vont Non. faire comme avec Non, non. Et ça, dès le début, quand Non, je l'ai on vu, gagne. quand j'ai vu sa démission déjà, je me suis dit, toi, tu nous prépares un coup. Quand elle a réapparu, quand elle est réapparue à New York, parrainée par les néoconservateurs juifs américains, alors là, pour moi, c'était classé. C'est classé. Et alors, mais c'est curieux. Elle a trouvé de l'argent pour créer son institut. Ah bon? Et c'est d'où ça vient? Alors, dans sa conférence Débranchons mai 68 sur TV Liberté, dans les premiers rangs, j'ai pensé à vous, il y avait Elisabeth Lévy et Jean Sévilla. Donc il y a les photos. Ah, mais c'est mignon ça. Regardez, voilà, j'ai tout dit. Ah, c'est mignon ça. TV Liberté. Tiens, tiens, Donc, c'est pas tiens. pour la sabrer à- Ah non, c'était... Non, certainement pas. Non, non. Ils vont... Le système va nous refaire le même scénario Ouais, c'est quoi, que contre Fillon. Ils se sont servis de Marine Le Pen pour donner l'illusion qu'il y avait une solution au travers du vote de Marine Le Pen, ce qui a enlevé des voix à Fillon, d'où aussi les candidatures des Asselineau et compagnie, qu'il a enlevé 0,9% de Asselineau, etc., qui a fait que finalement Fillon n'a pas été au deuxième tour, je crois, à 1% de différence. Donc il va se passer la même chose avec Marion Hawk, appelons-la par son nom. Elle va jouer le rôle de sa tante. Hein. Les bons petits conservateurs français catholiques vont voter pour elle. Vauquier, regardez comment il est laminé, comme Fillon. Exactement le même schéma. Il n'a aucune chance, il est nul. Mais n'empêche qu'il vient de sortir un tract qui a fait hurler le monde médiatique. Hein. Vous avez vu comme c'était pour que la France reste la France. Évidemment, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu dans les officines. Ok, est-ce qu'il est pour sortir de l'Union Européenne? Est-ce qu'il est pour... Bon, alors, oui et non, mais un petit peu comme un peu comme je l'avais senti et constaté
par des déclarations de Fillon, bon, ils ne peuvent pas dire carrément, ils n'ont pas le même courage que les Italiens, on va sortir de l'Europe. Bon, les Italiens ne sont tout de même pas sortis de l'Europe encore. Ils ne peuvent pas dire les choses carrément comme ça, parce que sinon... Leur erreur, c'est de croire que de vouloir faire semblant de jouer le jeu, ça ne va pas les aider. Ça ne va pas les aider. C'est par la déclaration qui fait rupture que l'on peut convaincre les gens. Et le scénario, donc, c'est quel? Donc le scénario, c'est la même chose. Donc on va faire monter en épingle Marion Hawk, hein, lui donner une carrure qu'elle n'a pas foncièrement, au détriment de Wauquiez, parce que comme ça, Wauquiez ne pourra pas être un obstacle à la reconduction de Macron. C'est le copier-coller. Vous changez les noms, c'est la même chose. Donc Macron est réélu finalement. Eh, Macron est réélu. Alors il va changer de sexe alors selon les prévisions de Nathalie. Non mais justement, alors, vous vous rappelez ce que j'ai dit justement à propos de Marion, et on en parlait, on m'a posé une question justement, vous savez, vous ne savez pas que Nathalie dernièrement a dit, mais non, quand j'ai fait ma déclaration disant que le prochain président de la République serait une femme, je ne pensais pas du tout à Marion Maréchal. D'où la question que m'ont posée mes collaborateurs, est-ce qu'ils vous écoutent par hasard? Qui d'autre, à part moi, ait soulevé je ne sais pas si vous avez vu d'autres qui ont dit, mais tiens, hein, je crois que j'ai été le seul à dire attention. S'il parle d'une femme, Marion Maréchal est pour lui le candidat, elle est sioniste. Elle est sioniste. Son père a été un agent du Mossad. Elle est, je dirais, je m'excuse du terme, comme cul et chemise avec Gilbert Collard. Gilbert Collard. Je vous signale qu'il vient d'être accusé de viol. Bon, écoutez, je ne vais pas m'en réjouir, d'abord ce ne serait pas très chrétien, mais j'avoue que ça me fait tout de même doucement sourire, parce que ça devient une mode. Alors j'attends quand est-ce qu'on va m'accuser de viol. Autre question? Juste peut-être une petite anecdote sur François Mitterrand, dont vous avez longuement parlé, à juste titre et à bon escient. Quand il a quitté l'Élysée, il était avenue Frédéric Leplay, et les reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux étaient à Lyon et repartaient sur Lisieux, et il a demandé qu'elles passent par Paris. Devant son domicile, il est descendu, il a touché les reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux. Ça lui a peut-être valu une indulgence plénière. C'est un personnage très étrange. Très étrange. Il avait parfaitement compris la faille de Vichy. Il avait tout annoncé de ce qui allait se passer, mais comme je le dis notamment dans le nationalisme français, c'était un arriviste. Et il a joué le jeu. Mais il est resté tout de même quelque chose, parce que contrairement à Le Pen, il a continué à faire fleurir la tombe du maréchal Pétain. Et je me disais, bon, on en avait déjà parlé, mais rappelez-vous son entretien avec El Kabbach. Comment à un moment donné, Mitterrand en a marre de la mise en accusation par El Kabbach et lui dit, vous ne voulez tout de même pas que je me convertisse. Et je n'ai pas compris. Hein, c'est l'entretien de la haine. L'entretien de la haine, tout à fait. Et je n'ai pas compris comment cet homme qui avait pu réagir, qui avait tout de même eu ce parcours politique qu'il a eu, qui faisait qu'il était tout de même quelque peu des nôtres. Intellectuellement, à un moment donné, au dernier moment, on n'a pas voulu casser la baraque. Pourquoi? C'était un dur de Vichy, parmi les plus... Ah, c'était un dur, c'est ce que j'écris dans mon livre. Parce que j'écris c'était un des durs de Vichy. Pour ça qu'il a eu la Francis comme mon père. 2042. Ouais. Combien? 2042. 2042, connaissez ça par cœur. Oui, non, mais c'est pathétique. Là. Le parcours de Mitterrand, c'est un mystère. Vraiment, c'est un mystère. La dernière année, il n'a pas fleuré la tombe du maréchal, je crois.
Bon, alors, dans quel état était-il à ce moment-là? Comment? Il était malade. Voilà, c'est ce que j'allais dire, il était malade. Avait-il encore, est-ce que justement, on n'a pas obéi à ses ordres qui devaient être un ordre permanent? Je ne sais pas. Non, mais en tout cas, pour moi, Mitterrand restera une énigme. C'est certain. Autre question? Personnellement, vous avez quand même un espoir qu'on s'en sorte. Sinon, on serait pas là. Écoutez, est-ce que vous croyez que je sois à ce point suicidaire? Pourquoi croyez-vous que je suis là? Non, personnellement, Moi, je crois en la vertu du combat. je me bats tous les jours. On essaye de combattre, mais je suis un peu désespéré. Tant qu'on se bat, il y a un espoir. Si on est découragé, qu'on ne se bat plus, alors là, c'est certainement sans issue. C'est tout. Notre devoir, c'est de se battre. Ou on croit en quelque chose, et on se bat, ou alors on va se coucher. Ce que je disais à la fin de ma péroraison, si vous ne voulez pas vous battre, eh bien couchez-vous, attendez le couteau. Mais le combat est dur quand même. Ah, vous trouvez? Bon. Pour vous monter le moral, une petite anecdote de la part d'un fidèle de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Mais au fond, monsieur, est-ce que Macron serait pas un peu socialiste? First. Deuxième, et que pensez-vous de la limitation de vitesse? De quoi? La limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes. Oh, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de voiture. L'égoïsme. Où est le... Mais oui, mais... L'égoïsme. Et incroyable. La limitation de vitesse. Non, puis non, d'ailleurs- avec qui vous avez parlé là? Oh, c'est un fidèle de la Ah, c'est un fraternité. fidèle, c'est pas un prêtre. Mais ils sont... Non, mais... Le principe devrait défendre son beefsteak. C'est ça que je veux dire. Exactement. Et notamment du beefsteak, parce qu'à 80 heures, vous allez voir le bruit des marchandises qui va grimper comme c'est pas possible. Les camions limités à 70, qui va 2 jours de route, alors ils se fait 24 heures. Enfin, c'est... Mais vraiment, c'est Alors, incroyable. Ça m'intéresse pas, j'ai pas de voiture. C'est... Mais il y en a beaucoup comme ça. Hein. Et il y en a trop. Mais quand on voit ce genre de législation que c'est ce gouvernement et puis d'autres avant, c'est toujours la même chose. On a l'impression que législation après législation, tout est fait pour faire courber les Chines aux Français. Les casser. Ah ben, Oui. sur cette histoire, j'ai appuyé en lui disant, à partir du moment où c'est une décision de la gauche, elle est mauvaise. Toute décision de la gauche est mauvaise. Mais vous êtes un martien, je vois vos petites antennes, vous êtes un petit peu vert, etc. Ouais. Non mais c'est Mais je désespère pas quand même. c'est épouvantable, mais vraiment c'est épouvantable. Oui, bien sûr. Non, mais- Et ces gens, Ah ouais, non, mais c'est pas mais Macron, finalement, il doit être socialiste. C'est la marionnette d'Atali, Marie. C'était un ancien C'est rien du tout d'autre. Ah bon, ça c'est fini. Oui, c'était pas quelqu'un qui n'avait pas d'instruction. d'où, pour terminer, ma réflexion, pourquoi est-ce que la droite perd tous ses combats? Bon, on arrête là?